Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Daniel Giberstein et Michel Drucker pour le documentaire Dim Story, Le silence des tableaux, qui sera diffusé le 26 juin à 20h30 sur LCP. Alors tout le monde connaît évidemment la marque Dim et ses collants, mais ce que l'on ne connaît pas, c'est l'histoire incroyable de son créateur, Bernard Giberstein, votre père, Daniel, dont le destin a croisé aussi la vie de votre père, Michel Drucker. On va raconter cette histoire qui est pleine de rebondissements. Ça aurait pu être un long métrage, l'histoire de votre père, Daniel Giberstein. Oui, tout à fait, et peut-être que ça le deviendra, mais c'est vraiment une histoire passionnante. Et mon père restait toujours en retrait, c'était pas sa personne qui l'intéressait, c'était le succès de ses idées et de sa marque, le développement de son entreprise, et lui n'a jamais cherché à se mettre en avant. C'est pour ça qu'il y a un déficit de notoriété sur son nom par rapport à la notoriété de la marque. Mais même vous, il vous a pas beaucoup parlé de son histoire, c'est ce que vous nous dites aussi, et c'est alors, ce titre, Le silence des tableaux aussi, c'est que vous ne saviez pas grand-chose, vous avez dû faire des recherches. Ouais, je ne savais pratiquement rien, je savais que sa famille avait disparu dans la Shoah, mais au-delà de ça, on n'en parlait pas, nous on posait pas de questions, et lui ne nous en parlait pas. C'était quelqu'un qui était profondément attaché à ses racines. Je pense que ce qui l'a motivé, en l'apprenant par la suite, mais ce qui l'a motivé, c'est dans le souvenir des siens qu'il a trouvé toute l'énergie et la détermination pour pour bâtir son succès. Mais il regardait devant et il ne se retournait pas vers le passé. Et alors, votre père est né à Varsovie, en Pologne, pays qu'il est contraint de fuir juste avant la Seconde Guerre mondiale pour s'exiler en Belgique en raison d'un numerus clausus à l'encontre des Juifs. Là-bas, il va effectuer des études en agronomie, mais il va échouer à son examen et c'est un échec qui va en fait lui sauver la vie, finalement. Oui, en 1939, il échoue à l'examen pour l'obtention de son diplôme. Et chaque été, il retournait à Varsovie retrouver sa famille. Et en raison de cet échec, il y avait une session de rattrapage en septembre. Il est resté en Belgique pour préparer la session de rattrapage. Il savait pas encore que cet échec allait lui sauver la vie. Parce que les Allemands allaient débarquer, votre père va rejoindre lui la résistance en France. Il gagne alors la région de Lyon, où il rentre dans la clandestinité. Il va sauver des dizaines de familles juives qui l'aident à passer la frontière en Suisse. Et il finit par être arrêté par la Gestapo en août 44, mais sauvé par la libération juste avant d'être fusillé. Et au sortir de la guerre, il rencontre une femme qui s'appelle Sarah, qui deviendra donc votre mère. Et cette femme a connu votre père, Michel Drucker, Abraham Drucker. Racontez-nous ça, oui, Michel. Parce que mon père était en captivité à Drancy. Il était médecin. Il parlait allemand. C'est ce qui lui a sauvé la peau. Ensuite, il a été à Compiègne. Ironie de l'histoire, j'ai fait mon service militaire, moi, 18 ans après à Compiègne. Et j'ai dormi dans l'infirmerie de mon père, sans le savoir. Et donc... c'est une histoire incroyable que celle de Bernard Giberstein. C'est vrai que ça lui sauve la vie, mais il ne se remettra jamais de la disparition de sa famille. Et vous avez vu que le documentaire commence par une tragédie, puisqu'il va mettre fin à ses jours alors qu'il avait 58 ans, ce qui a marqué Daniel à vie. Et Daniel a voulu absolument qu'on connaisse son père. Et racontez-nous comment votre père, Michel Drucker, a rencontré Sarah, qui est donc Alors mon père la mère était de à Drancy et il a sauvé un peu la vie de Sarah, comme celle de Tristan Bernard, qui est le grand-oncle de Francis Weber, en disant aux Allemands qu'elle était contagieuse, qu'elle avait une maladie imaginaire. Il fallait absolument aller l'opérer à Rothschild. Voilà, à Rothschild. Ouais. Et voilà. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai su plus tard, quand j'ai rencontré Daniel, que maman Sarah avait aimé mon père. Voilà, c'est aussi une histoire d'amour. Ah oui, une histoire d'amour. Et quand je suis allé voir Daniel chez lui la première fois, il y a très longtemps, Sarah était là, la maman, elle voulait absolument me voir, et il y avait une photo de mon papa. Mais c'est une histoire extraordinaire. Et c'est vrai que Sarah, elle est si présente dans ce très très beau film qui est bouleversant. Moi, Daniel, c'est un frère pour moi, pour plein de raisons. Il connaît le passé de ma famille, je connais évidemment le passé de ses parents, mais j'ai appris beaucoup de choses, parce que son père avait un point commun avec le mien, c'est qu'il ne disait rien. Moi aussi, j'ai su peu de choses sur le passé de mon père, il disait rien. Et c'est vrai que le silence des tableaux, pourquoi ? Parce qu'il y avait des tableaux
des tableaux avec les portraits de ses parents, des portraits de ses parents, et voilà, qui étaient affichés chez vous, qui étaient au mur, et ils étaient là, ils étaient présents, mais personne n'en parlait. Nous, on posait pas de questions, mais on était sous leur regard protecteur. Et ce n'est qu'après qu'effectivement j'ai souhaité, après la disparition de mon père, en savoir plus sur sa famille en Pologne, et je suis allé faire des recherches. Mais c'est vrai que... Et qu'est-ce que vous avez découvert du coup sur sa famille? Toute sa famille a disparu pendant la Shoah. Oui, toute sa famille a disparu. Toute sa famille était à Varsovie. Ils ont fui Varsovie quand les Allemands sont arrivés. Les Allemands qui ont brûlé tout. Mon grand-père avait une société très très prospère en Pologne, et les Allemands ont tout détruit, et ils sont enfuis en zone russe parce que les Russes protégeaient encore les Juifs pendant le pacte germano-soviétique à Bialystok. Et là, mon père a reçu des lettres qu'on voit dans le film, d'ailleurs en polonais, que j'ai fait traduire, que j'ai découvertes après son départ. Et ces lettres de sa mère, de ses frères, disaient on espère que tu vas pouvoir nous rejoindre bientôt, parce que c'était assez paisible à Bialystok. Mais malheureusement, tout a basculé quand les Allemands ont occupé la zone russe en juin 1941. Et là, ça a été le massacre ou les déportations à Auschwitz et l'extermination. On n'imagine pas quelle a été la violence de l'antisémitisme en Pologne à l'époque. C'était terrible. Il y avait déjà un antisémitisme avant les Allemands. Les Polonais étaient très antisémites. Et quand les Allemands sont arrivés, là, ça a été l'extermination. Et puis après la guerre, l'économie redémarre. Et là, votre père, Bernard Giberstein, entend parler d'une nouvelle matière, le nylon, aux USA. Il flaire le bon coup, va monter l'une des aventures industrielles les plus florissantes des 30 Glorieuses, la marque DIM. Et on va raconter cette histoire et le destin tragique de votre père juste après le journal des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant. Et ce matin, on va parler de Nelson Montfort et de Slam. Qui va succéder à Cyril Ferraud à la présentation du jeu de France 3? On devrait bientôt, très bientôt, avoir la réponse. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons l'auteur à succès, Laurent Gounel. Mais on est d'abord quelques minutes avec Michel Drucker et Daniel Giberstein pour parler de ce documentaire sur Bernard Giberstein, le fondateur de la marque DIM. La musique tellement emblématique de DIM, c'est rare d'ailleurs une marque qui garde aussi longtemps sa signature sonore, Daniel Giberstein. C'est exceptionnel. Chaque année, ils l'avaient pris pour 1 an au début, et ils ont renouvelé chaque année les droits. Et c'est une saga publicitaire absolument unique. En revanche, dans le documentaire, on voit la Lochifrine. Oui, bien sûr, qui compose les premières notes chez Jacques Martin. Et en revanche, le nom de la marque, lui, a changé. Au départ, ça ne s'appelait pas DIM, mais Dimanche. Comme Vivement Dimanche. Comme Vivement Dimanche. Bonne petite pub au passage. J'ai copié sur les DIM. Parce que le dimanche, c'est le jour où les femmes s'occupent d'elles. C'était ça. Elles se font belles pour sortir. Voilà. Et c'était une idée de ma maman. C'est votre maman qui de temps en temps, mon père écoutait son épouse. Et c'est Claude Marcus de Publicis qui a décidé, qui lui a dit pour internationaliser la marque, je ne peux pas vendre Dimanche à l'international. C'est lui qui a suggéré de laisser tomber le manche. Et l'idée, c'était de supprimer la couture. Alors voilà, ça fait partie des innovations fondamentales et toutes les bonnes idées qu'a eu votre père. Si je peux juste me permettre de dire un mot, c'est que la différence entre mon père et ses concurrents, c'est qu'il faisait pas les choses à moitié. Quand il prenait une décision, il y croyait fermement, même quand d'autres lui demandaient, enfin lui disaient de faire attention. Mais lui, c'était un fonceur et il mettait tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire que il n'a pas dit on va tester tout ça, il a dit on se lance dans le bassin couture. Après, alors qu'il y avait sur le marché que des bas avec couture, et après il a fait la même chose avec le collant. Et le collant, mais c'est vrai que il a créé des usines partout. Il y en avait combien? Il y avait en France une vingtaine d'usines. Ça a mal commencé avec la ville de Troyes. Voilà. Ouais. Ça s'est mal passé. À Troyes, il a été mal accepté à Troyes parce que c'était des sociétés, des entreprises assez anciennes, assez traditionnelles, tout ça, et toutes ces idées d'un jeune qui arrivait et qui en plus était juif, ça leur a pas beaucoup plu. Vous avez vu, Thomas, comme vous avez vu le film, la fidélité
des collaborateurs. Des collaborateurs et une relation familiale. Pas d'éloges sur lui. On sent aussi que c'est peut-être une autre époque où on avait plus de liens avec le personnel. Et puis c'est vrai qu'on voit aussi toutes ces innovations. Moi, c'est ça qui m'a bluffé. Effectivement, vous avez parlé des bas sans couture, mais aussi l'idée de vendre des bas vendus sans être formés. En chiffon. Voilà, en chiffon, dans des petites boîtes carrées comme ça. Dans des cubes. Ça, c'était une très bonne idée. Et puis l'idée de réunir 2 bas pour former un collant. Ça paraît tout bête aujourd'hui, mais personne n'y avait pensé à l'époque. Mais il faut faire la différence, si vous voulez, entre avoir une bonne idée et la réaliser. Et la réaliser à grande échelle, de manière industrielle et avec une qualité. Mon père ne transigeait pas sur la qualité, si vous voulez. C'était comme la sécurité pour l'aviation, quoi. C'était, il y avait pas, parce qu'il estimait qu'une femme déçue était une femme perdue. Oui, donc voilà. Et à la grande époque, il se vendait 1 million de collants par jour. Et on voit la cruauté des relations qu'il y a eu avec le baron Bic. Parce que c'est le baron Bic qui a eu sa peau. Voilà, alors on arrive à ça parce qu'effectivement, alors d'abord il y a la mode du pantalon qui est arrivée dans les années 70, ça c'était une catastrophe, notamment pour le jeune Michel Drucker, qui tombe dans une grave dépression à ce moment-là. Et oui, j'ai abandonné mes bas. Voilà, je suis passé au jean. Et puis, cela étant, moi j'ai porté des bas en allant au lycée. Hein. Ouais, parce qu'on essayait, mon père essayait lui-même, on le voit dans le film. Il y a un plan dans le film, on voit ton père qui essaye. Qui essayait, mais il nous faisait essayer à nous aussi. Ah d'accord. Et alors votre père, il va finir effectivement par être écarté par les banques de sa propre entreprise. Il va tenter de revenir avec le baron Bic. D'abord, il est parti au Japon où ça a été un carton. Et puis ensuite, les banques ont fermé la porte. Pour compenser l'arrivée des pantalons et la baisse de vente de collants, il est allé, c'était un des premiers à tenter de s'installer sur le marché japonais. Et non seulement il a vendu, alors dans le film on peut pas tout raconter, mais il a ouvert des usines en Corée, à Hong Kong pour alimenter le marché japonais. Il a pris 50% du marché très vite. Ça a été un succès immédiat. Et Baron Bic l'a roulé dans la farine parce que au départ, il devait pas être majoritaire, le baron Bic. Et au moment de la signature, il lui dit non, je suis majoritaire. Soit je rentre et je suis majoritaire, soit je rentre pas. Et ça a été très douloureux pour lui de perdre son entreprise. Ça a réveillé aussi des blessures, la perte de sa famille, dont on a parlé tout à l'heure, exterminée pendant la guerre. Et puis, il va finir par mettre fin à ses jours en janvier 76, à l'âge de 59 ans seulement. Et votre film, il s'ouvre sur ce moment où vous rentrez chez vous, Daniel, et vous cherchez partout votre père qui n'est plus là. Ouais. Et il voit que la fenêtre du 4e étage est ouverte. Ouais, alors qu'on est en plein hiver. Ouais. Et il y a un détail, que quand j'en ai parlé, qui m'avait échappé, mais qui m'est revenu après, c'est que je vois sur le balcon, il y avait un balcon, et je vois un chausson sur le balcon. Et quand je vois ce chausson, j'ai immédiatement compris que quelque chose de dramatique s'était passé, quoi. Et je me précipite, Une histoire très très touchante et j'imagine qu'elle vous touche doublement, cette histoire aussi, vous, Michel Drucker, parce que un peu comme votre père, il cachait ses cicatrices de la guerre à sa manière. C'est une génération qui n'a pas voulu regarder en arrière, en tout cas n'a pas voulu raconter ce qu'ils avaient vécu. Ils sont un peu partis avec leur mystère. Ouais, mais dans ton cas, Michel, ton papa est allé encore plus loin puisque il a voulu découdre l'étoile jaune de votre histoire familiale. Mais il vous avait fait votre communion pour vous protéger. Il a dit la réponse à ça, soyez les meilleurs. Ouais. Il avait 3 fils. Vous-même, pendant des années, Michel Drucker, vous n'avez pas du tout parlé de vos origines juives. Parce que je ne parlais pas de tout ça. Mais c'est vrai que ma judaïté, elle est revenue beaucoup plus tard. Et quand j'ai joué mon premier spectacle à Tel Aviv, c'était un choc considérable parce que les gens, il y avait 2000 personnes debout. J'ai rencontré la fille de Begin, j'ai rencontré personnalité. Je suis allé sur une base militaire de Tzal pour voir les pilotes, puisque l'aviation israélienne est encore la plus performante du monde. Et ça a été un choc pour moi, comme la Tzedaka d'ailleurs, cette grande soirée. Avec Patrick Bruel. Avec Patrick Bruel, la Tzedaka qui a lieu tous les ans. Et c'est vrai que j'avais pensé beaucoup à ma mère quand j'ai pris la parole dans la Tzedaka. Et j'ai dit, maman, on est dimanche. Je pensais à elle parce que tous les dimanches soirs c'était sacré. Et je dis, maman, si t'étais là, tu dirais, tu fais vivement dimanche, pourquoi tu fais pas vivement Shabbat? Ça a fait beaucoup rire à l'époque. Et c'est vrai que la diaspora séfarade et escana, c'est pas la même.
Regardez cette très belle histoire que celle de Bernard Giberstein, le fondateur de DIM. C'est à découvrir dans ce doc dont la musique est signée du grand Vladimir Kosma. Ce sera le 26 juin à 20h30. Et la voix de Francis Huster qui est d'origine polonaise. Très joliment ce doc. Ce sera le 26 juin à 20h30 sur LCP. Merci à tous les deux Thomas, merci d'être venus. Merci Michel beaucoup, Drucker, Thomas. Daniel Giberstein et Michel. Au revoir Julien, à très bientôt Julien. Julien Pichenet. J'ai un petit travail avec Michel. Ah ouais. Vous en saurez plus dans quelques mois. Des départs de vacances avec Beaucoup Julien. de suspense Il vous raconterait ça dans plus cette tard.